Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Jean-François Steyert, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller national du Parti Socialiste et candidat au Conseil d'État fribourgeois. L'élection a lieu ce dimanche. Vous devez être fatigué, on est en bout de campagne. Ça va, vous tenez le coup encore? Oui, ça va. Tous les matins en train de distribuer des croissants, des petites choses, on discute avec les gens, on finit tard le soir. Mais comme c'est limité dans le temps, ça tient. Et vous la sentez bien, cette histoire, alors? Bon, la campagne est sympathique, je rencontre plein de monde, et puis pour le reste, on verra dimanche. On verra dimanche, très bien. On commence sur le sujet dont tout le monde parle quand on parle de vous, la moustache. Ah Non, c'est vrai. J'ai lu évidemment des articles de presse en préparant cette interview. Systématiquement, on revient sur votre moustache. Vous n'en avez pas assez? Non, Ça va? je la porte depuis très longtemps, ça me vaut entendre des plaisanteries, j'ai quelques amis qui la portent, j'ai une compagne qui souhaite surtout pas que je la coupe, donc je ne la coupe pas. Vous avez vu ce film, La Moustache? Non. Vous connaissez le synopsis du film? Non. Un type coupe sa moustache d'un jour à l'autre alors qu'il l'a portée pendant des années. Alors, je connais toute une série de politiciens qui ont coupé leur moustache, Ouais. et je ne suis pas sûr qu'ils soient devenus plus clairs en coupant leur moustache. Mais donc dans ça ce me va film, très ce qui est bien. dramatique, c'est que personne, y compris la femme, ne se rend compte qu'il a coupé sa moustache. Alors j'ai constaté avec horreur dernièrement que je vais faire de la montagne depuis 30 ans avec des copains d'études, enfin un week-end, et tous portent la moustache. Et la dernière fois qu'on s'est vu, un des copains avait enlevé sa moustache et je m'en suis pas rendu compte. C'est terrible ça, c'est un traumatisme pour celui qui s'est coupé la moustache. À comme c'est ma moustache. Bon, je vous montre une vidéo parce que je trouve que votre moustache a un petit air de ressemblance avec une autre moustache, celle de Gunther. Regarde. Il y a quelque chose quand même, non? Il y a une petite moustache. Bon, la sienne est un peu plus courte. Elle est plus courte, oui. On m'a fait Nietzsche, on m'a fait Trotsky, on m'a fait vrai? différentes variantes. Gunther, jamais. Non, Gunther, jamais, non. Je pensais que je serais le premier. Alors vous avez un talent d'innovation. Bon, mettons la moustache de côté, en tout cas pour l'instant. Quoique la moustache, ça permet aux fribourgeois de vous reconnaître. C'est une signature, hein. D'un point de vue marketing, c'est plutôt bien réussi. Alors c'est ce que j'ai lu dernièrement dans La Gruyère, qui a écrit que les lunettes rondes plus la moustache, ça valait largement une campagne de pub. Mais c'est vrai, hein. Alors effectivement, les gens me Je pense bien reconnaissent que c'est assez pas facilement. calculé. Non, si ce n'est que, effectivement, si je prends le train le matin, il y a des gens qui ne me connaissent pas vraiment, qui ont vu mon visage, qui savent que je m'occupe beaucoup de questions d'assurance, de droits de patient. Alors ça m'arrive assez fréquemment dans le train de me faire aborder par des gens qui me disent « j'ai un problème, mon assurance ne veut pas me rembourser pour je ne sais quoi », et parce qu'ils me reconnaissent assez aisément, c'est plus simple. C'est le type à la moustache plus que le politicien PS, quoi. Les deux choses sont liées après, mais moi je pense que c'est utile qu'aux politiciens d'être reconnaissable facilement parce que les gens savent, il y a telles idées, il y a tel visage qui va avec, et puis c'est plus simple. Par ailleurs, on apprend à être assez modeste quand on fait de la politique, on se rend compte qu'en général, quand on a un débat, on rencontre des gens le lendemain matin qui disent, il y a tous ceux qui disent rien, puis qui pensent le contraire. Il y en a quelques-uns qui disent, vous étiez fantastique hier, puis on demande, qu'est-ce que vous avez beaucoup apprécié? Écoutez, je ne sais plus très bien de quoi vous avez parlé, mais c'était vraiment bien. Bien Donc sûr. si les gens parlent d'autre moustache chose était que de bien la coiffée, couleur c'est du génial. veston ou de la moustache ou des choses comme ça, comme la couleur du veston est toujours noire chez moi, donc ils ont autre chose à dire. Bon, parlons de politique. Ziegen, Steyert, c'est le grand duel fribourgeois. On oublie qu'il y en a un autre dont on parle jamais, Alphonse Gradwohl. C'est le troisième candidat, pourquoi on n'en parle jamais? Bon, les deux premiers candidats que vous avez nommés sont soutenus par passablement de partis, donc ils ont un soutien politique relativement Ouais, large. mais l'autre, il n'a aucune chance. Alphonse On n'en Gradwohl, parle jamais. il est syndic de Surpierre, qui est une charmante commune fribourgeoise, dans une enclave au milieu du canton de Vaud. Et puis il a beaucoup d'expérience communale, mais il n'a pas un grand parti derrière lui, donc les gens estiment généralement qu'il a moins de chance. C'est un petit rigolo, quoi. Non, écoute, en démocratie, je pense que chacun peut se présenter. Ouais, mais malheureusement, on n'en choisissent, entend pas et suffisamment puis, parler. Mais oui. Après, évidemment, quelqu'un qui est connu, qui a derrière lui des organisations qui sont importantes, il est plus entendu. Quelqu'un qui a une longue expérience, on l'entend, on le voit. Les deux premiers, au Conseil national, je suis souvent dans les médias, donc les gens me voient, ils savent plus ou moins ce que je fais. Et puis quelqu'un qui est dans sa commune, on ne voit pas tellement, donc on le connaît moins, donc ses chances sont moins grandes de convaincre les gens. Il y a une histoire d'amour avec Fribourg et le PDC. Vous essayez de faire basculer ce Conseil d'État à gauche. Qu'est-ce que ça changerait concrètement, le Conseil d'État fribourgeois à gauche? Qu'est-ce que le fribourgeois verrait de différent dans son quotidien?
Bon, d'abord, passer à gauche, pas passer à gauche, c'est toute une discussion. On a, on a aujourd'hui une démocrate chrétienne au PDC qui quitte le gouvernement, c'est Isabelle Chassot, qui est une PDC plutôt centriste. Et puis on a, le PDC a remis quelqu'un qui a fait une coalition avec l'UDC, qui est très à droite, donc qui a dit j'aimerais reconstruire une centrale nucléaire au jour où Fukushima pétait. Bon, ça, il aura de la peine, cette centrale nucléaire aujourd'hui, mais oui. Alors, heureusement que la réalité dépasse ce genre d'assertion politique, mais c'est quelqu'un qui fait glisser passablement le canton à droite. Je pense qu'il polariserait parce qu'on a la population dans le canton de Fribourg qui a des positions assez centristes, assez équilibrées, et qui n'aime pas tellement les positions extrêmes. Pour ma part, je représente plutôt la version un peu pragmatique du socialisme. Alors, si vous me demandez concrètement ce qui peut changer, on peut prendre un exemple, c'est les mesures d'assainissement qui se font actuellement dans le canton de Fribourg, où on dit qu'il faut couper massivement sur les salaires de l'ensemble du personnel de l'État, il faut faire payer plus cher les jeunes qui vont au conservatoire ou dans les écoles de musique, il faut faire payer plus cher toute une série les places dans les crèches, par exemple. Et je pense qu'on peut voir les choses un tout petit peu différemment. Moi, j'ai proposé, comme l'ont déjà fait d'autres avant, de dire si on a un trou financier, actuellement le canton de Fribourg a 150 millions de francs qui lui manquent dans ses caisses. En général, quand on assainit les finances, on essaie de prendre une bonne moitié du côté des dépenses, c'est-à-dire qu'on économise, et puis l'autre moitié plutôt des côtés des recettes. On sait qu'on a un trou, notamment parce que beaucoup de gens, surtout des gens qui ont des revenus très élevés, ont payé moins d'impôts ces dernières années. Ça vaut pour les revenus de 500 000 francs et plus. Ce qu'on a proposé, c'est que ces revenus-là se serrent aussi un petit peu la ceinture, fassent une contribution jusqu'au moment où les finances vont mieux. Ça signifie qu'on peut moins embêter l'ensemble des contribuables, qu'on peut éviter d'augmenter les taxes. Par exemple, on a des très très bonnes écoles de musique pour les jeunes dans tout le canton. Ça va des fanfares au jazz, aux différentes possibilités de faire la musique. Augmenter massivement les prix pour ça, ça signifie qu'une partie des gens, des jeunes qui ont envie de faire de la musique, n'auront plus accès, notamment si leurs parents n'ont pas les moyens de payer. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va dans la fausse direction. On va vérifier si vous êtes un vrai et un bon fribourgeois, Jean-François Stayer. Ça va être dur. Est-ce que vous avez déjà goûté à la cuchaule et la moutarde de Bénichon? Bien sûr. Alors, je fais la cuchaule et puis je vous récite volontiers ma recette de la moutarde de Bénichon. Allez-y, on vous écoute. Certains auditeurs vous faites de l'excès de zèle, mais allez-y, oui. Non, j'adore ça, c'est une tradition. Et puis, vous prenez du vin blanc, vous y ajoutez de la moutarde en poudre. Si vous voulez les ingrédients précis, vous irez voir sur mon site internet. Ah non, sur votre site internet? D'accord. Je ne sais pas si c'est dessus actuellement, mais je vais pouvoir le remettre si je sais que ça passe. Remettez, oui. Donc, vous faites mariner tout ça pendant une nuit. Le lendemain matin, vous prenez de l'eau, vous ajoutez des épices, de la cannelle, de l'anis, différentes sortes d'anis, du sucre candi. Vous cuisez ça, vous laissez tirer un moment. Puis, troisièmement, vous prenez du vin cuit ou de la résinée pour parler aux auditrices et aux auditeurs vaudois. Bien sûr. Vous y ajoutez un petit peu de farine, vous mélangez ça très bien. Une fois que l'eau a bien cuit, a pris le goût, vous mélangez cette eau cuite avec votre résinée ou vin cuit et farine. Vous y ajoutez, faites cuire. Tout à la fin, sans faire recuire, vous ajoutez votre vin blanc avec la moutarde. Vous pouvez faire plus ou moins fort suivant les goûts. Moi, je l'aime bien fort, d'autres l'aiment moins fort. Bon, mais c'est une question de goût. Voilà. Finalement, on se dit que si vous n'êtes pas élu, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous n'allez pas vous ennuyer si vous n'êtes pas élu. Non. Bouillon et croûtons, déjà mangé ça? Oui. Bien sûr. Le bouilli? Oui, j'adore ça. D'accord. Ragoût de mouton au raisin? Non. Ça, c'est une spécialité fribourgeoise. Oui, je sais, mais ragoût de mouton, j'adore, ou raisin, ça va. Jamais, mais il faut vous y mettre. Non, mais j'ai mangé, avant dimanche, j'adore pas. Jambon fumé à la borne, je ne sais pas ce que c'est. C'est relativement simple, vous prenez une pièce. C'est pas uniquement fribourgeois par ailleurs. Mais pourquoi à la borne? C'est quoi la borne? La borne, c'est la partie qui est au-dessus d'un feu ouvert. D'accord. Et ça permet de fumer votre jambon à la borne. Eh ben, on a parlé des trucs. Gigot d'agneau avec purée de pommes de terre et poire à botsi. Alors, le gigot d'agneau et la purée de pommes de terre, ça se trouve à différents endroits. Les poires à botsi, en revanche, sont typiquement fribourgeoises. Ce sont de petites poires, une espèce ancienne. Que vous mangez? Que l'on cuit et qui sont excellentes avec le gigot d'agneau. Combien de litres de crème double avec vos meringues? Je suis un bec à bonbons absolument incorrigible, donc j'ai toujours de la crème, du chocolat et beaucoup d'autres bonnes choses pour faire spontanément des desserts aux personnes qui viennent me visiter. Spontanément, ce n'est pas une invitation générale. Bon, revenons maintenant au canton de Fribourg et à la politique. Si vous êtes élu conseiller d'État, il y a quand même un grand chantier en ce moment. Dans tous les cantons, c'est la politique énergétique. Vous parliez du nucléaire, bon, bah, évidemment, vous n'allez pas remettre de centrales nucléaires, mais comment vous allez faire pour respecter cette politique énergétique 2050 qui fait peur à tout le monde, surtout aux entreprises? Comment aujourd'hui ils peuvent faire vous allez faire pour aider les gens qui vont voter pour vous à respecter cette politique énergétique 2050?
Comment est-ce que vous allez l'appliquer? Alors d'abord, il ne faut pas faire peur, parce que je ne pense pas qu'il y ait de raison d'avoir peur. Oh oui. Quand on entend certains discours de politiciens, il y a des raisons d'avoir peur pour certaines personnes. Je pense notamment au chauffage électrique, qui fait très peur pour beaucoup de contribuables et puis beaucoup d'électeurs. Alors j'ai reçu aujourd'hui le cahier des maisons qui vont être primées cette année pour le prix solaire 2013. Vous avez des maisons modernes, des maisons refaites, en partie rénovées. Les meilleures produisent 7 fois plus d'énergie que ce qu'elles en consomment. On appelle ça des maisons plus énergie. Vous avez une maison qui produit, par rapport à sa consommation annuelle, 7 fois plus, donc 6 fois la quantité, elle peut la remettre dans le réseau. C'est une usine électrique plus qu'une maison. Les maisons deviennent de petites usines électriques et ça vaut tant pour des maisons individuelles que pour des entreprises. On a aujourd'hui plusieurs grosses entreprises vont être primées avec des facteurs jusqu'à 1x4, 1x5. Alors, ça se fait essentiellement avec du photovoltaïque. Et avec des nouvelles structures, des nouvelles maisons, des nouvelles entreprises? Non, il y a les deux choses. Vous avez des catégories de prix nouvelles maisons, vous avez des catégories de prix maisons rénovées. Là, un des exemples que j'ai vu, c'est une villa sans charme particulier, mais qui a été refaite, qui n'est pas beaucoup plus jolie ni beaucoup moins jolie que ce qu'elle était avant, si ce n'est qu'au lieu de consommer de l'énergie, elle en produit. Et je pense que c'est un vrai progrès. L'Allemagne nous a montré comment on peut faire. Aujourd'hui, l'Allemagne n'est par moment même en surproduction d'énergie renouvelable. Ils sont fermés. Si vous passez de Bâle et que vous allez au nord de l'Allemagne, vous longez régulièrement des rivières à côté desquelles vous trouvez des centrales nucléaires qui sont désaffectées. Jusqu'à Nouvelle-Avis, l'économie allemande pourrait toujours se porter mieux, mais enfin c'est comme une des économies en Europe qui se porte le mieux. Tout à fait. Et puis elle n'a pas massivement souffert de la fermeture de ces usines. Mais par contre, il faut vraiment un encouragement massif, essentiellement du photovoltaïque. Donc c'est la production électrique par des cellules photovoltaïques. Des panneaux solaires sur le toit. Et puis il y a d'autres panneaux solaires qui produisent de la chaleur, ces deux sortes de panneaux solaires qui, eux, permettent non pas d'économiser de l'électricité, mais du mazout. J'en ai installé 30 mètres carrés sur mon toit il y a bientôt 20 ans. D'accord, donc ça fait de l'eau chaude, ça, en fait. Ça fait de l'eau chaude, ça permet de chauffer en hiver, ça permet d'utiliser toute l'eau chaude pour moi, pour l'autre famille qui habite dans la maison. Et puis on a économisé du mazout de manière relativement massive. Et aujourd'hui, c'est pratiquement rentable économiquement de faire ça. Si vous regardez les prix du mazout, on parle d'autres sources, l'éolien et d'autres, mais qui ont un moins grand poids dans l'ensemble de l'énergie. L'éolien, il fait peur, vous savez. Hein. Oui, il faut voir que si vous regardez le potentiel d'énergie qu'on a en Suisse, du côté renouvelable, le plus grand potentiel, et de très très loin, c'est le photovoltaïque. Donc on a environ 1,5 million de mètres carrés de toits non protégés. On a 1,8 million de cas si on prend tout. Si vous enlevez les cathédrales, les vieux couvents, les belles maisons qu'on a, il vous reste 1,5 million. Même si on couvre que 20 à 30% de ces toits, on couvre pratiquement nos besoins d'énergie en Suisse. Et l'éolienne alors? Qu'est-ce qu'on fait dans le canton de Fribourg? Là, il y a des Fribourgeois qui vous écoutent attentivement. Ils ont peur. Vous savez, c'est le not in my garden. Vous connaissez ça, bien sûr. C'est Absolument. Des éoliennes, pourquoi pas. Mais alors surtout, je ne veux pas en voir, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas l'entendre. Oui, c'est un discours un peu facile. Moi, c'est des discours que... Beaucoup le tiennent, mais ça ne signifie pas qu'il ne soit pas... C'est peut-être même si beaucoup le tiennent, il est peut-être facile. Non, je pense qu'il faut d'abord réaliser les choses là où elles sont réalisables le plus simplement possible. Encore une fois, le photovoltaïque, on ne va pas le faire sur les cathédrales parce que ça dérange des gens, puis il n'y a pas de raison de le faire là. Une fois qu'on aura utilisé toutes les surfaces de bâtiments industriels, de granges dans le domaine de l'agriculture, c'est souvent des très grands toits qui produisent des quantités importantes, une fois qu'on aura utiliser toutes ces surfaces avec du photovoltaïque, si on n'a pas suffisamment de courant, on pourra toujours dire est-ce qu'il est indispensable d'aller prendre le dernier petit bout de rivière au fin fond d'une vallée valaisanne protégée pour en faire quelques kilowatts. En général, ils n'ont pas des grosses productions, en plus, ça reste relativement marginal. Et puis sur l'éolien, je ne suis pas du tout opposé à l'éolien, simplement il faut voir à quel point c'est rentable. On a aujourd'hui des parcs offshore dans la mer du Nord, des parcs offshore dans différentes régions de l'Europe qui ont des très hauts taux de productivité. Si vous mettez une éolienne, suivant où en Suisse, où il y a 4-5 fois moins de vent, c'est juste pas rentable. Après, il y a certains endroits où ça peut être rentable de le faire. Et puis après, il faut pondérer. Il y a des endroits où ça ne pose pas de problème de paysage, on peut bien le faire. Il y a des endroits où on est sur un paysage protégé. Et là, on doit se dire, est-ce qu'on préfère mettre des éoliennes sur un paysage protégé qu'on doit subventionner assez largement, ou mettre le même argent pour du photovoltaïque sur des toits de bâtiments industriels où on produit plus de kilowatts pour moins d'argent et en dérangeant personne sur les paysages. Bon, 2 mots maintenant d'Anne-Catherine Lyon. Vous avez été le collaborateur personnel d'Anne-Catherine Lyon. Non, jamais. Jamais? Vous n'avez aucun rapport avec Anne-Catherine Lyon? Si, mais j'ai jamais été son collaborateur personnel. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait avec Anne-Catherine Lyon? Alors dites-nous. J'étais le collaborateur personnel de sa prédécesseur. D'accord. Il n'a pas été réélu. J'ai démissionné de cette fonction. D'accord. J'avais un emploi en Suisse alémanique en vue. D'accord. Anne-Catherine Lyon m'a demandé. Alors. Non, mais la précision des sources n'est pas toujours la meilleure. Oui. Anne-Catherine Lyon m'a demandé de reprendre une partie du secrétariat général, ce qui consiste dans toutes les affaires intercantonales. D'accord. Beaucoup de questions scolaires aujourd'hui ne se décident
plus dans le canton. Bon, c'est évident pour les universités, c'est évident pour ce qui concerne les gymnases, pour la formation professionnelle, mais on a de plus en plus de collaboration aussi sur l'école obligatoire. On travaille avec d'autres cantons. On achète Le gymnase, c'est pas si évident que ça. On dit quand même gymnase cantonal, a priori. Tout à fait, mais les règles de droit qui règlent la maturité gymnasiale sont des règles de droit fédéral. Et c'est le Conseil fédéral qui adopte les normes, les objectifs que l'on doit atteindre lorsqu'on fait un gymnase, ensemble avec la conférence des directeurs d'instruction publique. La marge des cantons pour dire ce qu'on doit savoir à la fin du gymnase, elle est relativement petite. Bon, ce que je voulais vous demander, ce qui est important, c'est qu'on sache suffisamment tôt. Un temps, certains cantons s'occupaient peu de l'intercantonal. Des normes ou des décisions étaient prises au-dessus du canton, puis il fallait juste les appliquer. Là, l'idée était de dire on met quelqu'un qui s'occupe en amont de ce qui va se décider au niveau intercantonal pour pas simplement devoir suivre, mais participer aux décisions qui se prennent au niveau supérieur et qu'on doit ensuite appliquer. Et c'est particulièrement intéressant dans le canton de Fribourg avec la Broye notamment et le gymnase qui se trouve là-bas et qui effectivement a plutôt intérêt à être d'accord entre le canton de Vaud et le canton de Fribourg. Alors on a un beau projet de gymnase qui existe bien, qui fait ses preuves, et puis on a des petits projets parce qu'en Broye, vous savez que les frontières cantonales bougent beaucoup, sont très irrégulières. Il y a des élèves qui font des parcours relativement longs pour pouvoir aller de leur domicile dans un canton à l'école dans le même canton, mais en passant des fois par l'autre canton. D'accord. Et là, on a des projets de collaboration au niveau de l'école obligatoire pour réduire les trajets des enfants. Certaines communes nous ont fait des demandes et puis on verra où ça mène. Bon, sur Anne-Catherine Lyon, en deux mots, c'est une conseillère d'État qui a su durer. Est-ce que vous aimeriez avoir sa carrière, être conseiller d'État et réélu Il ne faut jamais prévoir très longtemps à l'avance des choses en politique, vous savez. Je crois que les personnes qui veulent aller dans une direction précise sur 10 ans, en général, il leur arrive tout autre chose. Mais vous seriez prêt à vous accrocher ? Parce que c'est éprouvant aussi, conseiller d'État. Il suffit de regarder. Vous savez, on fait souvent ces photos avant, après une législature, enfin un mandat au Conseil d'État. En général, on voit qu'ils ont été éprouvés pendant. Bon, il n'y a que les publicités pour les cheveux sur la tête qui permettent d'avoir l'air meilleur après qu'avant. Oui. En général, dans la vie, c'est plutôt le contraire. Mais le Conseil d'État semble particulièrement éprouvant quand même. Ça vous fait pas peur, ça ? Je ne sais pas, de quoi aurez-vous l'air dans 10 ans, une fois que vous aurez fait 10 ans de journalisme à fond la Ah, ça aussi, c'est éprouvant. Ça aussi, c'est éprouvant. Bien sûr que c'est intense comme activité. Là, je suis à la fois conseiller national, je travaille dans le canton de Vaud. Ça vous fatigue aussi, j'ai des activités dans des associations. Mais c'est intense. En même temps, c'est du plaisir. Je crois que quand on peut avoir une activité qu'on aime faire, on est convaincu de faire ce qu'on fait, on a plaisir, on a beaucoup de contacts, c'est motivant. Alors ça prend peut-être un petit peu plus d'énergie. Je ne suis pas sûr qu'on vit plus mal que quelqu'un qui a une activité moins intense, mais qui a peut-être moins de plaisir à la faire. Allez, j'ai une dernière question pour vous. Malgré les préjugés, il y a beaucoup de jeunes dans le canton de Fribourg, notamment en ville de Fribourg, qui est une ville qu'on qualifie souvent de ville étudiante. Comment est-ce que vous faites pour convaincre les jeunes, Jean-François Steyert, de voter pour vous ? Il y a plusieurs choses. D'abord, le contact, simplement. Je participe régulièrement à des débats. On a chez nous des écoles, des collèges qui organisent des débats politiques, qui invitent des politiciens. Je trouve toujours très intéressant. Vous les séduisez en débat, vous les jeunes, alors ? Non, il n'y a pas que ça. C'est une des choses possibles. D'accord. Mais je trouve que on dit toujours que les jeunes ne sont pas intéressés à la politique. Et quand j'assiste à ces débats, je trouve que c'est très intéressant. Ils sont souvent bien préparés. On a beaucoup de jeunes qu'on invite au Palais fédéral, qui viennent visiter, qui viennent poser des questions. Alors, vous sentez les jeunes intéressés par la chose politique, vous ? Et je pense que le préjugé qui dit les jeunes ne s'intéressent pas du tout à la politique est totalement faux. Après, ils ne s'intéressent peut-être pas aux mêmes choses politiques. Si vous dites interdiction de vendre de l'alcool à partir de 8h du soir jusqu'à 8h du matin, ça concerne, oui. C'est une décision politique et je vous promets que ça intéresse beaucoup, beaucoup de jeunes. J'ai 2 filles qui ont 16 et 19 ans et je vous promets que ça les intéresse très clairement. D'accord. Bon, alors c'est ça, vous leur parlez de thématiques jeunes, donc l'alcool, de quoi vous pourriez leur parler ? Je me suis beaucoup engagé pour éviter qu'on augmente les taxes d'études. Et là, j'ai rencontré des gens de différentes organisations. Ça concerne les étudiants dans les universités, dans différentes écoles, parce que c'est une question d'accès aux études en fonction des compétences et pas en fonction du porte-monnaie. Je m'engage en partie pour la politique des sports et de la musique. Là, vous nous en parliez en début c'est d'interview. des infrastructures, c'est des patinoires, des piscines, où la Confédération a un fonds, on travaille avec les cantons. Puis c'est vrai que c'est des choses qui intéressent, parce qu'il n'y a pas tellement de jeunes qui font du sport et qui ont besoin de bonnes infrastructures pour le faire. Musique, même chose. On a beaucoup de jeunes qui cherchent, alors ça va des groupes de jeunes qui cherchent un local pour faire des répétitions, qui sont toujours assez difficiles à trouver. Puis des petites choses, mais qui facilitent la vie. Il y a les jeunes qui ont envie d'aller vers une carrière professionnelle musicale, où il faut rendre compatibles les études, que ce soit au collège ou dans une école professionnelle, en laissant suffisamment de temps pour pouvoir aller à fond, pour avoir une chance face à des gens qui viennent peut-être d'autres pays et qui font que ça. Les filières d'élite. Élite, si vous voulez faire de la musique de manière professionnelle, vous avez besoin de faire 30-35 heures de musique rapidement par semaine. Si à côté de ça, vous devez faire une formation, que ce soit une formation professionnelle ou un collège,
en plein. C'est ça devient compliqué, relativement évidemment. difficile. Il y a des Ouais. cantons qui font passablement de décharges pour que les jeunes qui ont envie de faire ça, qui sont motivés, puissent faire les deux choses à la fois. D'autres en font un peu moins. Puis je pense qu'on a du progrès à faire. Donc le jeune, avec Jean-François Steyert au Conseil d'État, il peut répéter dans un garage, faire du patin, boire de l'alcool et aller à l'Uni, c'est Je ne ça? veux pas promettre ni les garages à tout le monde, ni l'alcool à tout le monde. Non, pour l'alcool, je suis profondément persuadé que les interdits complets et intenses provoquent exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour les contourner. Ouais. Je pense qu'apprendre à consommer raisonnablement des choses qui en surquantité sont plutôt dangereuses et plus intelligent que d'interdire tout et puis inciter tout le monde à tourner autour, aller acheter de manière illégale, à se procurer la carte d'identité d'une copine pour pouvoir acheter des choses. Vous êtes bien informé? Je suis très bien informé parce qu'encore une fois, j'ai discuté avec passablement de jeunes et D'accord. certains me disent comment il faut. Jean-François Steyert, vous êtes candidat au Conseil d'État fribourgeois pour ce dimanche, puis au pire, vous resterez conseiller national socialiste. Ou au mieux, les deux Au me vont mieux, très bien. on ne sait pas. Merci beaucoup Jean-François Steyert. Merci à vous.